Le projet Agribio, comme je vous le disais tout à l'heure, a eu pour objectif de repérer sur la région Hauts-de-France des systèmes performants sur deux thématiques qui sont prioritaires, à la fois pour ceux qui sont déjà en bio et ceux qui souhaitent passer en bio, la gestion de l'azote et la gestion des adventices dans ces systèmes. Donc nous, ce qu'on a fait, c'était aller voir différents systèmes de culture, repérer ceux qui étaient performants, caractériser les leviers qui étaient mobilisés et caractériser les impacts de la mobilisation de ces leviers sur d'autres critères. Et donc du coup, pour faire ça, on s'est appuyé sur un réseau de 15 agriculteurs en région. Chez chacun de ces agriculteurs, on a suivi 2 parcelles de référence. On a reconstitué l'historique de ce qui s'est fait sur ces parcelles-là. Et en parallèle, on a travaillé avec un groupe de travail qui réunissait donc nous, l'INRA, la Salle Beauvais, les partenaires techniques de la région, donc les chambres d'agriculture, le GAB Nord, la BP, l'ACTA, l'IDEL pour un appui scientifique. Et donc l'idée, c'était d'avoir des allers-retours entre le réseau d'agriculteurs et des références scientifiques et techniques pour produire de nouvelles références sur la région. Donc pour commencer, je vous propose un point sur la gestion des adventices annuels. Donc si on regarde les leviers qui sont mobilisables, ici sur un système de culture qui a été suivi dans le cadre du projet, un système de culture plutôt céréalier avec de la luzerne. Le premier levier qu'on peut mobiliser, c'est l'alternance des périodes de semis et l'alternance des cultures dans la rotation. Donc avec des cultures d'hiver, des cultures de printemps, avec des cultures qui sont couvrantes et concurrentielles comme la luzerne. Le second levier, ça va être de retarder les dates de semis sur céréales d'hiver notamment. En bio, ce qu'on recommande, c'est de ne pas semer avant fin octobre, voire même mieux début novembre. Ensuite, le troisième point, ça va être la gestion de la luzerne avec l'effet à la fois de la fauche et de la concurrence de la luzerne. Le travail du sol, le labour va avoir un impact également. Et le dernier point, ça va être le désherbage mécanique qui vient en complément. Donc là, ce sont des leviers qui ne sont pas spécifiques au bio, ce sont des leviers qu'on peut mobiliser aussi dans des systèmes conventionnels. Et quand on regarde les performances des systèmes de culture qui ont été suivis dans le cadre du projet sur cet aspect gestion des adventices annuels, ce dont on se rend compte, c'est que donc ici, on a les différents types de systèmes, donc avec élevage, avec luzerne, avec des grandes cultures ou avec des légumes. Ce dont on se rend compte ici, c'est que finalement, au sein des différents types de systèmes, on a une grande variabilité des performances en termes de gestion des adventices annuels. On a aussi une pas de tendance qui peut se dégager en fonction des types de systèmes. Donc finalement, sur la gestion des adventices annuels, la maîtrise va surtout dépendre de la mobilisation des leviers que j'ai cités tout à l'heure et surtout de l'alternance des périodes de semis et des dates de semis. Donc voilà pour la gestion des adventices annuels. Sur la gestion des vivaces et la gestion de l'azote, les résultats vont être différents en fonction des types de systèmes. Donc c'est pour ça que je vous propose maintenant de balayer différentes catégories de systèmes et de voir comment est-ce qu'on fait pour maîtriser les vivaces et gérer l'azote dans ces systèmes. Donc on va commencer par les systèmes de polyculture élevage qui sont un peu les systèmes idéaux entre guillemets en bio parce qu'ils permettent la mobilisation de plusieurs leviers. Donc là pareil, je vous montre un exemple d'un système qui a été suivi en termes de levier sur la gestion des vivaces et plus particulièrement sur la gestion du chardon. On va avoir la luzerne qui a un impact important à l'échelle de la rotation pour maîtriser le chardon. Donc avec un effet de la fauche de la luzerne et de la concurrence de la luzerne sur le chardon. Le second levier qui va avoir un impact, c'est le travail du sol avec des déchômages répétés. Donc ce n'est pas un seul déchômage en interculture, ça va être plusieurs déchômages, au moins 3 en interculture qui vont avoir un impact.
Le labour aussi en complément. Ensuite, le désherbage mécanique et uniquement le binage a un impact aussi sur la gestion du chardon. Les passages de herse, les passages de houe n'ont pas d'impact sur cette adventice. Donc, ce qui est important de souligner, c'est que c'est vraiment la combinaison de tous ces leviers-là qui vont avoir un effet à l'échelle de la rotation. Si on ne mobilise que la luzerne sans activer les autres leviers, on ne va pas avoir une maîtrise correcte du chardon sur plusieurs années. Donc, ce qu'on dit classiquement, c'est que pour 3 ans de luzerne, on va avoir un retour du chardon au bout de 3 années derrière. Donc si on ne mobilise pas le travail du sol en complément, le binage en complément, on ne va pas pouvoir maîtriser le chardon sur l'ensemble de la rotation. Donc ensuite, si on regarde la gestion de l'azote, toujours dans ces systèmes de polyculture élevage, l'évaluation qu'on a faite sur l'ensemble des systèmes du projet Agribio a montré que le premier levier, ça va être l'agencement des cultures dans la rotation, avec notamment la mobilisation des légumineuses pour apporter de l'azote dans le système. Donc, dans les systèmes de polyculture élevage, on a la facilité de mobiliser les prairies temporaires avec des légumineuses, les luzernières pour apporter de l'azote. L'azote, ça peut aussi se fixer en interculture via, par exemple, là, le trèfle blanc qui est implanté, qui va contribuer aussi à recharger l'azote en cours de rotation. Ensuite, le troisième point, ça va être la minéralisation de l'humus du sol. Donc, en termes de quantité d'azote apportée, ça va être ça qui va agir en troisième, en termes pour apporter de l'azote aux cultures. Et les produits organiques viennent après avec des quantités d'azote qui sont de l'ordre d'une dizaine de kilos d'azote par hectare et par an. Donc ils viennent plutôt en complément par rapport au levier précédent. Donc dans les systèmes de polyculture élevage, on peut mobiliser facilement ces produits organiques, mais on verra que sur les systèmes suivants, ça va être plus difficile. Et enfin, introduire de l'azote dans les systèmes bio, c'est bien, mais l'enjeu, ça va être aussi de ne pas perdre cet azote et donc de mobiliser les couverts au bon moment pour recycler l'azote dans les systèmes. Donc voilà. Globalement, dans les systèmes de polyculture élevage, ce qu'on peut dire, c'est qu'on apporte suffisamment d'azote pour satisfaire les besoins des cultures. Le raisonnement va se faire plutôt sur les dates d'apport et sur la dynamique de l'azote pour que ce pool d'azote soit disponible au bon moment. Et ce qui est intéressant dans ces systèmes, c'est que l'azote est majoritairement issu de l'exploitation, donc on a des systèmes qui sont autonomes sur ce niveau-là. Par contre, on a un point de vigilance en termes de gestion de l'azote sur les pertes derrière luzerne notamment. Et donc, la luzerne va libérer de l'azote, des quantités d'azote importantes après son retournement dès l'interculture qui suit, mais aussi sur l'interculture suivante. Donc, dans ces systèmes avec luzerne, une alerte sur la manière dont on va gérer les intercultures pour ne pas perdre de l'azote. Donc voilà, ça c'était un système qui fonctionnait globalement bien sur la gestion des adventices et sur la gestion de l'azote. Maintenant, on va voir que dans les systèmes qui suivent, il va falloir gérer des compromis pour arriver à une bonne performance globale. Donc si on parle des systèmes de grande culture avec luzerne, là je vous ai mis 2 exemples. Donc avec un exemple où on a 3 ans de luzerne, un second exemple où on a uniquement 2 ans de luzerne. Donc dans les systèmes où la luzerne est difficilement valorisable, finalement ce sont des situations qu'on va retrouver fréquemment en région. Donc quand on a uniquement 2 ans de luzerne, mobiliser le travail du sol en complément va être là absolument nécessaire pour s'assurer de la maîtrise du chardon à l'échelle de la rotation. Mobiliser l'épinage répété aussi. Et donc en fonction des débouchés, je vous disais tout à l'heure, diminution de la durée de la luzerne. Donc là, encore une fois, la nécessité de combiner tous les leviers à l'échelle de la rotation est renforcée. Donc si on regarde la gestion de l'azote, les mêmes leviers que ceux cités sur le système précédent peuvent être mobilisés, donc légumineuses, minéralisation de l'azote du sol. On a moins de produits organiques, donc ces produits vont être mobilisés
uniquement sur des cultures qui en ont vraiment besoin. Là, par exemple, sur du blé meunier. Donc voilà, dans ces systèmes, on a une moindre disponibilité des produits organiques. Le rôle des légumineuses en culture, en interculture, en légumineuses pluriannuelles va être renforcé, sachant que derrière ça, on a la luzerne qui exporte pas mal de phosphore, de potassium. Donc, dans ces systèmes-là où on n'a pas de fertilisants organiques, il y a un point de vigilance sur la compensation des exportations de la luzerne en phosphore et en potassium. Et enfin, dernier point, toujours derrière luzerne, la nécessité de réfléchir à la succession de cultures pour limiter les pertes. Donc si on passe maintenant au système de grande culture sans luzerne, on n'en a pas beaucoup en région, mais on en observe quand même. Donc là, je vous mets un exemple d'un système qu'on a suivi dans le réseau. Donc là, la luzerne n'est pas mobilisable, donc ça implique un travail du sol qui est intensifié, donc avec des travaux répétés systématiquement sur toutes les intercultures. Donc ça implique d'une part des consommations énergétiques qui sont plus élevées dans ces systèmes-là par rapport au système précédent, et d'autre part une implantation de couverts difficile dans ces systèmes-là, ce qui va se ressentir en termes de gestion de l'azote, puisque finalement on ne va pas pouvoir implanter de couverts de légumineuses en interculture, on ne va pas pouvoir implanter non plus de couverts pour capter l'azote du sol en interculture. En termes de mobilisation des légumineuses dans ces systèmes-là, on n'a plus que le levier des légumineuses en culture. Et donc l'utilisation des produits organiques va être renforcée dans ces systèmes de grande culture sans luzerne. Dans ces systèmes-là, on a une alerte aussi sur la fertilité long terme, puisqu'on n'a pas d'apport de fertilisants type compost, de fertilisants qui a un rôle d'amendement organique. On n'a pas beaucoup de couverts en interculture, donc voilà, ce sont des leviers qui sont à remobiliser dans ces systèmes pour s'assurer de la durabilité du système sur le long terme. Donc voilà pour les systèmes plutôt de grande culture. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade-là? Donc sinon je passe au système avec légumes, en commençant par ceux où on a de la luzerne. Donc là pareil, un exemple tiré du suivi qu'on a réalisé. Donc la luzerne en général dans les systèmes légumiers est implantée sur uniquement 2 ans, puisqu'on a des problèmes derrière de rentabilité des investissements qui font que la luzerne est implantée sur le moins de temps possible. Et donc là, pareil, on va devoir intensifier les travaux pour pouvoir maîtriser le chardon. Donc ce qui est intéressant dans ces systèmes-là, c'est qu'on a des légumes de printemps qui sont implantés tardivement. Donc on va pouvoir mobiliser du travail du sol à une période où on a une bonne efficacité sur le chardon. Les vinaigres répétés aussi peuvent être mobilisés sur des légumes qui sont encerclés. Et dernier point, dans ces systèmes-là, on a du désherbage manuel qui est mobilisé en complément, ce qui est permis par les marges élevées sur les cultures légumières. Et donc ce qui rajoute un levier là aussi pour la maîtrise des adventices. Donc voilà, dans ces systèmes-là, l'intensité des interventions est également un élément clé pour la maîtrise des adventices, ce qui a pour conséquence des consommations énergétiques élevées. Sur les systèmes légumiers, plus particulièrement, on a un rôle clé de la main-d'œuvre, puisque sans cette disponibilité en main-d'œuvre, finalement, la maîtrise des adventices devient quasi impossible, ce qui se traduit par des charges globalement élevées dans ces systèmes-là. Là, comme tout à l'heure, l'implantation de couverts devient relativement difficile. Donc, ce qui se ressent en termes de gestion de l'azote. Ce qui est important à dire sur ces systèmes-là en termes de gestion de l'azote, c'est que comme on a des systèmes légumiers qui sont assez exigeants en azote, là la réflexion sur le raisonnement de la succession est encore plus cruciale,
Et notamment, on a des agriculteurs qui réfléchissent à détruire la luzerne plutôt au printemps pour implanter des cultures légumières aussitôt derrière et bénéficier de l'impact de la luzerne sur les cultures de printemps et pouvoir économiser derrière des apports de fertilisants. Donc, dans les systèmes légumiers aussi, ce qu'il faut surveiller, ce qui ressort de l'évaluation, c'est qu'on a une fertilité sur le long terme qui est plutôt fragile. On a tendance à stocker dans le stock de matière organique du sol, à déstocker le stock de matière organique du sol. Donc réfléchir aussi à des apports, au moins un apport de compost dans la rotation, réfléchir à implanter des couverts à des moments où on peut en implanter, quand la problématique chardon n'est pas trop forte, pour pouvoir entretenir cette fertilité du sol sur le long terme. Donc ensuite, en région, on a aussi des systèmes légumiers qui sont sans luzerne. Donc là, pareil, le travail du sol, c'est vraiment l'élément clé. Il est renforcé avec des interventions en interculture à la fois en automne et au printemps. Le désherbage manuel va s'intensifier là aussi. Et les binages répétés vont avoir encore une fois un rôle extrêmement important. Donc voilà, je ne vous rebalaye pas l'ensemble des conclusions là sur ce système-là. Mais globalement, voilà, des consommations énergétiques plus élevées, des charges plus élevées. Sur la gestion de l'azote, la mobilisation du levier légumineux est encore plus complexe, puisque dans ces systèmes-là, notamment sur des légumes type carottes, on va avoir des maladies communes entre les légumes et les légumineuses qu'on peut implanter, et donc une alerte sur la maîtrise de maladies type sclérotinien, qui fait que les légumineuses sont difficiles à mobiliser et que dans ces systèmes, on a recours encore plus que dans les systèmes précédents aux produits organiques pour satisfaire les besoins des cultures. Ouais. Donc pour résumer, sur l'ensemble des systèmes qui sont rentrés en région, on a une maîtrise des adventices annuelles qui est variable en fonction des systèmes. Globalement, sur les systèmes de polyculture élevage, sous condition de mobiliser les leviers qui sont disponibles, on a de bonnes performances sur les critères gestion des vivaces, fertilité long terme, fertilité en potasse et en phosphore et consommation énergétique. Par contre, des risques de perte derrière légumineuses. Sur les systèmes sans élevage, mais avec de la luzerne, donc les alertes vont plutôt être au niveau de la gestion de l'azote derrière luzerne et au niveau de la compensation des exportations de la luzerne en phosphore et potassium. Sur les systèmes sans élevage et sans luzerne, là on a plus de points de vigilance. Donc on peut réussir à surmonter ces points de vigilance, mais ça demande plus d'efforts. Donc dans les systèmes légumiers, de manière globale, ce qui va poser souci, c'est plutôt les consommations énergétiques, la fertilité sur le long terme. La maîtrise des vivaces peut se faire sous condition d'intensification des interventions. Bonjour à tous. Donc l'exploitation, on est situé dans l'Aisne entre Chauny et Soissons, si vous connaissez. Donc on est 3 associés avec mes 2 parents et un salarié à mi-temps. Donc sur l'exploitation, il y a 160 hectares. Donc en polyculture, donc 50 vaches laitières. Et après un système à côté céréales plus pommes de terre. Donc bon, il faut savoir sur l'exploitation, elle est morcelée, c'est des grosses contraintes de l'exploitation. Et il y a une partie des terres qui sont à bon potentiel et une partie à mauvais potentiel. Donc sur les 160 hectares, il y a 60 hectares en prairie permanente et le reste en terre labourable. Donc l'assolement, donc voilà une bonne partie de la surface toujours en herbe. Après donc sur les céréales, c'est du blé triticale, du mélange triticale pois. Un petit peu d'avoine et d'orge de printemps, après du maïs grain, maïs en silage pour les vaches, et donc de la luzerne.
et depuis peu donc des pommes de terre. Peut-être nous dire un mot sur comment tu es arrivé au bio. Oui, donc c'est mes parents qui avaient commencé la conversion. On est passé en lait bio en 2002. Donc l'exploitation était en mixité. On avait la moitié des terres pour nourrir le troupeau. Ouais. Il y avait la moitié des terres pour nourrir le troupeau. Et l'autre moitié des terres en céréales qui étaient en conventionnel. Donc c'est après en 2013 qu'on a fait le choix de passer 100% bio. Donc il y avait déjà une partie de l'exploitation qui était en bio sur l'élevage. On voyait que ça marchait bien, voire pas trop mal, qu'on arrivait à gérer. Et c'était plus une volonté de plus utiliser de produits phytosanitaires. Et on était passionné par la bio, donc c'est ça qui nous a poussé à aller vers ce système-là. Ici quelques minutes sur la vitrine étier, présentation de légumes secs, sarrasin, lampignons, concassés, lentilles et haricots, par l'ABP, Boulocère et Fab Champagne-Ardenne, sur la vitrine étier, donc ici. Oui, donc gestion azote vivace, essentiellement c'est la rotation qui est mise en place sur l'exploitation. Donc souvent, je passe d'un point de départ qui va peut-être vous sembler bizarre, mais c'est une parcelle qui salit fort. Donc point de départ, on va partir sur de la luzerne pour nettoyer la parcelle. Donc maintenant, on a fait le choix de garder plus de 2 ans la luzerne et d'en revenir plus souvent pour bénéficier de l'effet azote de la luzerne. Donc suite à une luzerne, on va mettre du blé. Donc pour bénéficier de l'azote de la luzerne, c'est là qu'on fera les meilleurs blés sur l'exploitation. Et ensuite, souvent, soit un deuxième blé où on va partir après sur soit maïs ou pommes de terre. Donc après les autres leviers mis en place, ça va être le désherbage mécanique, non herbicide ou avec des dates de semis retardées. Nous, sur l'exploitation, on commence à semer les céréales d'hiver au 25 octobre. Et après, céréales de printemps, pareil, par exemple pour le maïs, on évite de semer avant début mai, quoi. On va semer le maïs début mai. Donc, et après, c'est pour la gestion de l'azote aussi, c'est l'utilisation des fertilisants issus de l'élevage. Donc, on mettra essentiellement sur maïs ou pommes de terre. Par contre, il y a toujours une petite difficulté, c'est pour fertiliser les céréales avec du fumier. On a du mal à mobiliser l'azote au bon moment. Donc pour fertiliser un blé, ça sera plus l'effet rotation pour amener l'azote. Donc soit derrière luzerne ou légumineuse. Et donc aussi, on a un point important pour la gestion de l'azote, c'est les intercultures en trèfle blanc. C'est un trèfle qu'on va semer sous couvert de céréales. On va broyer en interculture. Et on va semer une céréale derrière. Je ne sais plus, on a déjà mesuré un peu, je pense qu'on arrive à une soixantaine d'unités d'azote. Au moins une soixantaine d'unités d'azote derrière un trèfle blanc. Dans les reliquats qu'on a fait sur les parcelles du réseau, derrière trèfle blanc, on peut monter jusqu'à 200 unités d'azote dans les parcelles en sortie hiver. Après, une des difficultés sur l'exploitation, c'est plus la fertilisation PK aux exportations de la luzerne ou de la pomme de terre. Donc, on rachète principalement, ça va être type Pantene Kali ou de la fumure de fond. Et aussi, on rachète aussi des composts de fientes de poule pour amener l'azote sur pomme de terre. Question un peu plus politique, finalement. Qu'est-ce que tu fais du bilan là, de ta participation à ce groupe? Est-ce que ça a été important pour toi dans la progression? Ah oui, ça permet... Bon, je pense qu'on a pas mal de... Surtout en bio, on essaye chacun dans notre coin des nouvelles techniques. On aime bien expérimenter quand même. Et... Alors ça permet de mettre tout sur papier, même pour nous, parce que des fois on fait des essais, on fait des essais en place et puis on prend pas le temps de mesurer les résultats. Donc ça amène ce côté-là, c'est beaucoup plus méthodique, avec des résultats, et puis donc voir ce que chacun y fait, essayer de tirer des grandes conclusions
ce qui est plus facile, ce qu'on doit mettre en place pour essayer d'améliorer notre système ou comment s'améliorer. Parce qu'en bio, on est vraiment au début, bon, je pense qu'on est au début de la bio, on a déjà amélioré, enfin on essaie déjà d'améliorer les choses, mais il y a encore beaucoup de choses à mettre en place pour être plus performant, en gestion vivace, ou même gestion de l'azote. On a vu ensemble que malgré qu'on soit en bio, on pouvait avoir des gros reliquats et puis avoir des pertes d'azote par lessivage. Donc c'est là qu'on se pose des questions, on se dit mince, c'est toujours notre problème en bio, on n'a pas assez d'azote et puis parfois on en laisse filer dans les nappes. Donc on essaye d'améliorer toutes nos pratiques pour éviter ce truc. On parle beaucoup des vivaces, vous avez parlé beaucoup des vivaces, les annuels, il n'y a pas de problème, c'est parfaitement maîtrisé, ou quels sont finalement les secrets pour bien maîtriser dans votre système? Oh non, on va pas dire qu'on est parfait. Hein. Déjà, c'est retarder les dates de semis, hein. C'est la première des solutions pour gérer les annuels. Après, c'est des herbages mécaniques. Donc RC tri ou binage. Et la rotation, on essaie d'alterner culture de printemps, culture d'hiver. Je pense que souvent en bio on doit avoir des systèmes, je pense qu'on utilise beaucoup plus de culture de printemps par rapport au conventionnel justement, pour mieux gérer ces équipes de rotation. Après on s'adapte souvent, on s'adapte à la parcelle. Donc c'est un peu une question que je repose à Aïcha. Est-ce que finalement, parce que vous insistez beaucoup et sur vivace et sur azote, le désherbage, la maîtrise des annuels finalement n'est pas tant une question? On a des annuels dans les parcelles bio, mais les leviers finalement de maîtrise des adventices annuels dans ces systèmes-là, ils sont plus couramment mis en place dans la rotation. Donc finalement on se retrouve avec des adventices qui sont présentes mais qui ne sont pas forcément impactantes quand les leviers sont mobilisés. Notamment on a une remarque de Jérôme qui est allé faire des comptages avec Élise qui dit les vulpins bio sont chétifs par rapport aux vulpins conventionnels. Donc il y a à la fois la gestion à l'échelle de la rotation et le fait que l'azote est moins disponible pour ces adventices très nitrophiles comme le vulpin, et qui fait qu'on a moins de problématiques sur ces adventices-là. Le fait qu'on apporte beaucoup moins d'azote, ça limite fortement les problèmes des annuels. Au niveau de la ration pour les vaches, vous êtes autonome au niveau protéines? Oui, ouais. Donc l'alimentation des vaches, donc on a tout la période estivale, quoi, c'est pâturage. Et pour l'hiver, c'est donc on nourrit luzerne. Donc la ration c'est un tiers luzerne en rebanage, un tiers foin de luzerne et un tiers maïs en silage. Et on complémente avec soit du mélange triticale, enfin souvent du mélange triticale pois. Ouais. Mais oui, on est autonome à 100%. Ouais. On essaye d'équilibrer avec. Après, il faut. Bon, on pourrait toujours racheter de la protéine pour avoir plus de production, enfin monter en production laitière. Mais en bio, quand on voit le prix des protéines, du soja bio, etc., donc on se pose pas longtemps la question. Donc Emmanuel Lecailleux, agriculteur dans la Somme, l'ouest de la Somme, près d'Abbeville. Agriculture bio depuis 2009, sur une exploitation avec de l'élevage, des vaches laitières, avec une dominance de craie au niveau des sols. Et 2 UTH et demi. Voilà. Voilà l'historique de l'exploitation. Donc on était déjà en bas volume en 1980, voilà, intéressé par le sol, l'agronomie. Les couverts végétaux aussi, donc on a vendu la charrue en 92.
Et puis voilà, 2007, la question de la bio qui arrive, le positionnement du quota betterave avec Tereos. Et là, je me suis dit, bon, on arrête la betterave et on part en bio. Donc on a fait le pas, on a fait l'étude et on a fait le pas en 2009. Donc sur la totalité de l'exploitation. Bon, alors là, on a là seulement en 2013. Forcément, aujourd'hui, en 2017, aujourd'hui, il a changé un petit peu, mais enfin, ça reste à peu près ça. Très peu de prairies. Beaucoup de Louisiane, forcément, pour compenser, pour alimenter les troupeaux. Il faut à peu près une centaine d'hectares pour nourrir les vaches. Le triticale, ben, c'est pour les vaches, c'est un triticale poids. L'avoine de printemps, ben, maintenant il n'y en a plus. L'orge d'hiver, c'est pour les vaches aussi. Le maïs grain, il n'y en a plus. C'était du maïs grain pour les vaches, il n'y en a plus. La lentille cameline, il y en a un peu plus. Le lin oléagineux, il y en a un peu plus maintenant. La patate, ça reste pareil. Et aujourd'hui, enfin cette année, on met en route le légume de plein champ. Donc la chicorée, sur 5 hectares. Voilà, voilà. Et après voilà. Donc quand je suis passé en bio, on m'a dit il va falloir que tu rachètes une charrue. J'ai toujours pas racheté de charrue. Mais des fois je fais intervenir les voisins. En situation de crise, j'ai besoin d'une charrue quand même. Donc voilà. Forcément mon système est basé sur la luzerne, logiquement 3 ans. 3 ans de luzerne, donc ça c'est vrai que, ou du trait violet dans les limons, on met du trait violet avec la graminée. On met systématiquement maintenant de la graminée, soit avec la luzerne, soit avec le trait violet. On veut couvrir le sol parce que sinon que des légumineuses pures, ça serait envahir de raies gras, de pissenlits, enfin c'est un peu le bazar. Donc quand c'est bien couvert, c'est bon, on est tranquille 3 ans. Donc 3 ans forcément de prairies et de fauche, donc ça c'est l'idéal. Pour démarrer un système bio, c'est impeccable. C'est l'avantage d'avoir l'élevage. Voilà. Bon. Et du coup, après je démarre avec deux céréales d'hiver. Donc du blé forcément meunier, parce que là on arrive à faire du blé avec la protéine, on a de l'azote. Donc on fait facilement du blé à 12 de protéines, 11,5, 12. Une escourgeon après. Alors là, depuis 2 ans, j'essaye de mettre un couvert végétal entre le blé et l'escourgeon, parce que l'idée c'est d'aller en semis direct, en semis sous couvert. C'est pas facile. Au mois d'août, septembre, c'est soit trop sec, soit trop humide, soit on moissonne trop tard, soit... Enfin, il y a toujours quelque chose. Bon, alors on va peut-être y arriver un jour, je sais pas. On essaie. Donc 2 céréales, et puis après, forcément un mélange. Après escourgeon, on fait un couvert végétal, et là on part sur une culture de printemps. Donc entre deux, j'ai mes apports de compost ou de lisier, forcément, pratiquement tous les 2 ans, des fois tous les ans. Le mélange, il est détruit au printemps, le couvert végétal est détruit au printemps, pour implanter la céréale de printemps, donc soit du lin, soit on dit maintenant de la chicorée, soit de la lentille. Le lin c'est plutôt en limon, la lentille c'est plutôt dans la craie. Et puis après on repart sur le culture d'automne. En labour, alors j'ai essayé le trèfle blanc, c'est vrai que c'est super. Implanté dans le blé au printemps, on arrive après la moisson, c'est nickel. On a un champ tout propre. Un gros trèfle. Par contre, dans mon labour, j'ai un souci, le trèfle, c'est perco de chien d'an. Alors là, je suis obligé d'attaquer la charrue, quoi. Donc ça me plaît pas trop. Donc pour l'instant, j'ai arrêté le trèfle blanc. Je repars sur des couverts normaux. Et puis voilà, on repart sur une céréale, une 3e céréale. En termes de résultats que tu obtiens sur ce système, qu'est-ce que tu obtiens comme rendement et est-ce que tu en es satisfait? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Si on parle au niveau azote, c'est vrai qu'on se pose des questions sur la destruction de la luzerne, la date de la destruction de la luzerne.
par rapport à la valorisation de l'azote, hein, on s'aperçoit que le blé ne consomme pas assez d'azote, enfin, surtout à l'automne, quoi. Hein. Donc on se pose des questions, pourquoi pas mettre un colza. Il y a des copains qui sont partis sur le colza, donc ils perdent une coupe de luzerne, ils détruisent la luzerne au 14 juillet. Quoi. Comme ça, au 15 août, ils sont prêts à semer la luzerne, le colza. Ça permet de valoriser encore plus l'azote. Donc ça, je vais peut-être essayer aussi une année, je sais pas, on va voir. Après, au niveau de l'azote, les rendements, tu parlais. Les rendements, c'est vrai qu'en blé de luzerne, après 3 ans de luzerne, ben c'est royal presque. Hein. On sème, on récolte, c'est propre, ça pousse, ça va tout seul, enfin, entre guillemets. Même en non-labour, hein, j'arrive en déchaume 3 ou 4 fois quand même, hein. Je sais pas combien ils ont mis de fois là, on le voit pas. Là, il y a 3-4 déchaumages. Hein. Voilà. Alors cette année, j'ai labouré mon blé de luzerne parce que j'avais vraiment beaucoup de dactyles dans la luzerne. Et ben, j'arrivais pas à détruire le dactyle. J'avais beau déchaumer. Bon, on a arrêté et on a labouré. Pour avoir un champ propre. Sinon on a un champ de dactyle blé. Quoi. Hein, voilà. Les rendements, ben forcément quand blé, chez moi en blé de luzerne, ben on fait 35 quintaux, 40, 45, même dans la craie. L'escourgeon, une bonne trentaine de quintaux. Hein. Alors l'escourgeon, entre le blé et l'escourgeon, voilà, il y a le compost. Le compost on le met là. Hein. Avant l'escourgeon. Alors les couverts végétaux, ben, ils sont plus ou moins beaux selon les années, selon les espèces qu'on met. On essaye des espèces, on cherche encore. Hein. On va encore chercher un moment, je pense. Et puis ben, après le rendement au niveau lin doré, ma moins bonne année c'était 7 quintaux il y a 2 ans. Il a fait un printemps sec. Cette année on fait 12 quintaux, 12 et demi. Hein. Le lin doré, il est payé 1400 € de tonne, je crois. Hein. Donc, bah, en plus, c'est ma semence fermière. Les céréales, c'est ma semence fermière aussi. Hein. Si je mets de la caméline, l'anticaméline, c'est pareil. Hein. L'anticaméline, c'est mes semences. L'anticaméline, on fait entre 1 tonne 5. Hein, le mélange des deux. Hein. Et puis après, c'est la céréale secondaire. Dans le critical pois, ben ça c'est pareil, c'est une plante magique, enfin c'est un mélange magique, parce qu'on sème, on récolte. Ouais. On désherbe souvent très peu, parce que ben, les pois ils prennent le dessus assez vite l'hiver, et on arrive au printemps, c'est déjà couvert, et puis ça pousse. Des fois ça verse même, des fois selon les années. Quoi. L'orge d'hiver, c'est peut-être ce qu'on reçoit moins. Non, maintenant il y a aussi de l'épeautre. Et je fais aussi en deuxième céréale de l'épeautre. Des fois je le mets ici. Là ici je mets de l'épeautre lentillon. Là c'est une nouvelle culture aussi. Alors avant on faisait de l'épeautre pure. Maintenant on fait de l'épeautre lentillon. Depuis 2 ans. Ça se passe pas trop mal non plus. C'est assez couvrant. Hein. L'automne on arrive à passer un coup d'hercétrie ou 2 et puis après au printemps c'est pareil, on fait plus rien parce que le lentillon est parti, les potes pareil, donc on laisse faire. Et en rendement l'année dernière on a fait, pour une mauvaise année, on a fait 17 quintaux de potres et 12 quintaux de lentillon. Les potres il était payé, c'est des potes de semences, c'est plus 450 € environ. Et le lentillon, ben comme le lentille, comme 400 €. Donc ça fait des marges correctes. Après quoi dire? C'est parce que tu as fait le choix aussi d'intégrer de plus en plus d'associations de culture dans ta rotation. Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, bah alors ça c'est un nouveau défi aussi, l'association de culture, je vous en parlais. Maintenant on a acheté un semoir à 2 trémies et puis on met deux espèces. Systématiquement, le semoir il part avec 2 graines dedans. Donc là maintenant le blé on met du pois d'hiver. Alors c'est pareil, le pois d'hiver, on cherche les variétés pour que ça mûrisse à peu près en même temps, hein, parce que l'escourgeon on met du pois aussi.
Pareil, alors plutôt un poids d'hiver précoce, là un poids d'hiver tardif. Bon alors le lin maintenant je le mets avec la caméline aussi. J'avais essayé avec du trèfle. Le lin j'avais essayé avec du trèfle, ça l'est pas. Enfin, trèfle blanc. Alors l'anti-caméline, ça y a longtemps que ça dure. Le lin là cette année avec la caméline. Là il y a les potes lentillons, hein, je vais expliquer. Qu'est-ce qu'il y a aussi en mélange? L'année dernière j'avais de la févrole aussi. J'avais de la févrole de printemps avec du blé de printemps. Alors la févrole a pris le dessus parce qu'il y avait vraiment humide et donc elle a recouvert le blé. On n'a pas eu de blé à la moisson, mais c'est pas grave. On a eu de la févrole, donc c'est... Parce qu'on donne priorité quand même à une espèce, quoi. Quand je mets du blé, je mets 150, 180 kg de blé hectare et je mets 15, 20 kg hectare pour les poids. Donc la priorité c'est le blé, quoi. Je mets un petit peu de... Tout comme l'orge, c'est pareil. Voilà. Vos mélanges d'espèces, ça veut dire que vous triez systématiquement tout pour la vente? Ou comment ça se passe? Vous l'avez en interne? Alors c'est l'inconvénient, ça ne peut pas être tout beau, tout rose. Hein. On sème, les deux espèces, on les trie forcément pour les semer. Hein. Et puis à la récolte, on récolte les deux. Il faut déjà arriver à régler la batteuse, ça c'est pas forcément facile. Et puis après voilà, on a l'inconvénient de la coopérative, elle n'aime pas trop les mélanges. Hein. Elle les accepte, elle va les accepter de mieux en mieux, mais il faut qu'elle s'équipe de trieurs. Donc nous on fait déjà un gros triage chez nous. Les potres lentillons, l'année dernière, j'ai trié 3 fois. J'ai commencé à séparer les potres du lentillon, après j'ai trié le lentillon, et après j'ai trié les potres. Donc ça fait 3 passages quoi. Mais le jeu en vaut la chandelle. Le fait de séparer les deux cultures, ça permet de les vendre séparément aussi? Oui, forcément, là, les potes c'était les potes de semences pour le maire des Fontaines. Ils ont pris les potres, ils étaient nickel. Il restait quelques lentillons, mais vraiment très peu. Là, c'est surtout l'écorce de lentillons qui n'étaient pas battus. Et puis lentillon, pareil, il est parti chez Biocère, pour la consommation humaine, impeccable. Il restait quelques petits grains des potres, mais tout petits grains. Mais ça, ils terminent. Ils acceptent de trier un petit peu, mais vraiment de dégrossir. Bon, ça va venir, hein. Ils vont s'équiper et ils reconnaissent bien qu'agronomiquement, nous les mélanges, c'est indispensable. Ça nous fait un pas en avant. Au niveau du centre du village, dans cet espace conversion. Est-ce que vous avez bricolé vous-même ou on peut en trouver seulement Puisque pour l'instant, il n'y a pas trop de feux donc ici au niveau de l'espace restauration, donc n'hésitez pas à venir. Bien sûr qu'on peut bricoler, il n'y a pas de souci, mais non, on a acheté en commun un semoir de chez Sky, un Easy-Drill, avec de crédit. Il l'appelle Farticem, je pense. Alors le lin par exemple, je mets le lin et à l'arrière je mets l'engrais. Et la caméline, je la sème après, avec la RC-trier. Pour tout ce qui est triage, il faut compter quel ordre, le temps passé pour trier. Tout à l'heure, vous parliez que vous avez passé 3 fois. C'est quoi? C'est une journée? C'est 2 jours, 3 jours? Alors forcément, oui, au niveau triage, on a investi. Hein. Bon, pareil, on a investi avec un collègue, on a monté un trieur sur une remorque, sur une remorque 4 roues. Et puis on se le prête, enfin on se l'échange. Le temps de triage, alors le mois de septembre on est plus débordé qu'à la moisson quoi. Parce qu'on passe beaucoup de temps au mois de septembre à trier. Hein. Déjà pour faire nos semences, hein, on sépare, on prélève des semences. Et puis après c'est pareil. Pour trier on passe... on ne trie pas tous les jours au mois de septembre, mais 25 tonnes par après-midi, à peu près, 5-6 tonnes à l'heure. Ça fait du temps, hein, mais bon. Le jeu en vaut la chandelle, hein, parce qu'en culture associée, c'est génial. Mais il faut quand même trouver les bonnes variétés. Enfin, on n'est pas encore calé. Hein. Les espèces, on a encore du mal à trouver les bonnes variétés, les bonnes espèces qui vont bien ensemble. Là sur la plateforme on en voit, hein, c'est vrai qu'il y a des trucs formidables, puis il y a des trucs un peu moins bien. À nous de chercher ce qui va ensemble, ce qui se marie bien. Bonjour.
Juste une question par rapport à vos mélanges. L'intérêt d'abord pour vous, c'est la couverture du sol, donc la gestion des adventices. C'est d'abord pour ça que vous faites des mélanges ou c'est une autre raison? On augmente le rendement de... On avait rencontré des gens de la Loire, hein. Eux ils sont plus avancés que nous, hein, là-dessus, et leur résultat c'était au moins 15% d'augmentation de rendement, voire 20-25. Hein. Hein. Et puis alors, il y a quand même une synergie entre les plantes, quoi. Donc un protagineux avec une cérale, alors, logiquement ça amène pas d'azote, mais moi je vois quand je vais dans les champs, on sent qu'il y a quand même une énergie des deux plantes, il y a quand même un truc qui se passe. Et voilà, donc ça couvre mieux, ça rend mieux. On a un peu de boulot au triage, mais on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Au mois de septembre, on va pas en vacances, on trie nos céréales. Mais non, mais c'est. Et puis avoir des beaux champs propres, c'est bien quand même. Oui, il y a un double intérêt. Et puis les faits azote, je pense quand même, mais enfin, moi je suis dans un système où je mets pas trop de protagineux, donc je pense. Ouais. Ça dépend du type de mélange. Ouais, moi avec 20 kilos de poids à l'hectare, on n'amène pas. Enfin, mais on a quand même un beau champ, quoi. Donc c'est le principal. Richard, il fait peut-être plus de mélange. Enfin. Moi, je fais un mélange févrole triticale. Et par exemple, s'il reste de l'azote dans la parcelle, ça va être le triticale qui va prendre le dessus, et inversement, s'il n'y a pas d'azote, c'est les févroles. Donc la nature est bien faite. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'en bio, on a énormément de difficultés à faire du protéagineux en culture pure. Et donc l'association, elle permet aussi d'avoir un protéagineux qui est propre. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'avoir une parcelle sans adventice. Et après, il y a différents objectifs aussi, parce que du coup, Emmanuel, toi tu produis plutôt toi tu produis du blé meunier, en fait c'est ton objectif. Alors que Richard, toi tu es plutôt dans mon objectif de produire de la févrole qui soit propre. Produire du protéagineux avant tout. Oui, après, voilà, faire de l'azote aussi pour la culture suivante. Mais s'il y a de l'azote, Toi tu veux. Un peu comme moi la dernière avec ma févrole, quoi. Tu veux, l'idée c'est de faire la févrole, tu mets le triticale. S'il y a beaucoup d'azote, le triticale va prendre le dessus, la févrole sera un peu moins belle. Mais enfin, il y aura quand même le rendement total, il sera quand même un peu plus élevé, quoi. Toi tu le valorises dans l'alimentation animale. Oui, tu tries pas. Hein. Et forcément tu augmentes le rendement, quoi. Enfin, hein. Ah ouais, forcément. Je vends plus cher s'il y a plus de pourcentage de févrole. Mais l'effet, le triticale couvre aussi fortement, donc ça étouffe les herbes. Ouais, l'effet couverture pour pas que ça se salisse.